Bien, je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir présenter ces travaux dans ce lieu impressionnant. Donc, je vais vous présenter plusieurs travaux qui ont été réalisés en collaboration avec Assir Abdoul, Yun Bai et Martine Hubert à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Alors, je commence par deux exemples d'application des méthodes que je vais vous présenter. Donc, on a d'une part ici un problème d'infiltration d'eau dans un milieu poreux. Donc, vous voyez ici une photographie avec du sable, des cailloux. Et puis d'autre part ici une photographie d'un frein à disque de voiture. Alors, ce qui fait ici la question qui nous intéresse, c'est comment se propage la chaleur dans ce frein à disque quand on actionne le disque, quand le patin ici va frotter sur le disque. Alors qu'ici, ce qui nous intéresse, c'est quelle va être la répartition de la pression dans le milieu sableux. Alors ce qui fait le point commun entre ces deux problèmes, a priori très différents, c'est d'une part, ce sont des problèmes qu'on peut modéliser par des modèles non linéaires, hein, donc les effets ne sont pas proportionnels aux causes. Ici, ça va être vrai quand le milieu est non saturé, hein, c'est le modèle de Richard, c'est-à-dire si le milieu n'est pas complètement gorgé d'eau, le modèle est non linéaire. Et le deuxième point commun, c'est que ce sont des modèles multi-échelles. Donc ici, ce qui fait l'aspect multi-échelle, c'est qu'on n'a pas envie de discrétiser chaque grain de sable, chaque caillou, mais on a quand même envie de prendre en compte la structure géologique du milieu qui peut être très, très agitée, par exemple avec beaucoup de strates géologiques qui s'accumulent. Et donc ici, on peut modéliser ça par un tenseur de perméabilité qui est représenté ici en espace, et on voit qu'il oscille rapidement en espace. Pour le frein à disque, ce qui fait la structure multi-échelle, c'est que, surtout sur des modèles de voitures haut de gamme, on utilise de plus en plus des matériaux composites pour les freins à disque. Ça permet d'améliorer les performances du frein à disque, ça réduit l'usure, ça réduit la production de poussière. Et donc vous voyez ici, on se concentre sur une partie du frein à disque, la partie du milieu, donc qui est discrétisée ici avec un maillage d'éléments finis 3D. Et ici, on calcule la répartition de la pression donc avec une méthode multi-échelle que je vais vous présenter. Alors ici, je vous montre le genre de résultat qu'on obtient. Donc au début, le frein à disque est froid, il est à 20 degrés. Et si on actionne le frein, on voit qu'au cours du temps, la chaleur qui arrive ici du fait du phénomène de friction se propage de l'extérieur vers l'intérieur dans le frein à disque. Alors, pour comprendre un peu mieux ce qui se passe dans ces modèles multi-échelles, je donne tout de suite ici un exemple illustratif en une dimension. Je considère un modèle de problème elliptique comme ça, avec ici la solution U epsilon et ici A epsilon, ce que j'appelais avant le tenseur. C'est ici cet exemple de fonction qui oscille rapidement en espace. Ici, on voit qu'on a un sinus de x sur epsilon. Le 2pi est juste pour avoir une périodicité 1 par rapport à x sur epsilon. Et donc ici, je représente en rouge ce tenseur qui oscille rapidement, ici epsilon 1 sur 10. Et ici, en rouge, la solution U epsilon correspondante. Donc quand on voit ce genre de tenseur oscillant, intuitivement, on a envie de dire, si epsilon devient de plus en plus petit, il va falloir faire une moyennisation, il faut moyenner ce qui se passe sur le A epsilon. Donc là, il y a a priori beaucoup de moyennes possibles sur le A epsilon. La moyenne la plus naïve, ce serait de dire on va faire la moyenne arithmétique. Et une autre moyenne un peu plus astucieuse, c'est de dire on va plutôt prendre la moyenne harmonique. D'accord ? Alors regardons ce qui se passe si je fais tendre epsilon vers 0. Là, je vais diviser epsilon par 2. Donc vous voyez, le tenseur oscille beaucoup plus rapidement. Et ici, les oscillations sont d'amplitude plus petite, mais leur fréquence a doublé entre ici et ici. Et si je raffine encore, vous voyez maintenant le tenseur oscille extrêmement rapidement. Ici, on voit que la solution U epsilon semble tendre vers une certaine solution qu'on va appeler U0. Et ici, j'ai représenté en noir la moyenne arithmétique de ce tenseur. Donc ici, c'est juste la fonction constante égale à 1. La moyenne ici de ce terme est 0. Et ici, en bleu, c'est la moyenne harmonique. Et si je trace les solutions correspondant à ces deux moyennes, donc noir, c'est arithmétique et bleu, harmonique, on voit qu'en fait, la solution pour la moyenne arithmétique est complètement fausse. Ce n'est pas du tout cette moyenne-là qu'il faut prendre, mais c'est en fait U epsilon converge vers U0, où U0 est la solution du problème où on prend le tenseur avec la moyenne harmonique. Alors,
pour voir un peu mieux ce qui se passe, je représente maintenant la différence entre U epsilon et U0, parce que je dis U epsilon tend vers U0. Donc à gauche, je représente cette différence-là, et à droite, je représente la dérivée. Hein, comme on est en une dimension, ici le gradient, c'est juste la dérivée. Donc faites attention, ici, l'échelle à gauche est 10 fois plus zoomée qu'à droite. Et si maintenant, je raffine à nouveau le epsilon, bon, on voit que quand je divise par 2 le epsilon, ici, les oscillations sont avec une fréquence double, mais l'amplitude est divisée par 2. Et on voit ici qu'on a bien U epsilon qui tend vers U0, donc ici en norme L2. Par contre, si on se concentre sur ce qui se passe pour la dérivée, hein, si je reviens en arrière, vous voyez que quand on raffine epsilon, la fréquence des oscillations double, mais l'amplitude, elle, ne tend pas du tout vers 0. Hein, en fait, on n'a pas que la dérivée de U epsilon tend vers la dérivée de U0 en norme forte, mais seulement en convergence faible. Hein. Et donc ce phénomène rend l'analyse délicate, en particulier quand on parle de problèmes non linéaires. Alors, ce que je vous ai présenté là dans cet exemple, bien sûr, c'est bien connu. Hein, et ça s'appuie sur... on peut l'expliquer avec la théorie bien établie de l'homogénéisation. Donc ici, je rappelle le cadre à nouveau pour des problèmes linéaires, donc elliptiques. Donc ici, j'écris mon problème avec un tenseur A epsilon. Et quand on dit qu'il varie rapidement en espace, ça veut dire avec une échelle qui pourrait être une période pour des oscillations périodiques de taille epsilon. Hein. Et la question que se pose l'homogénéisation, c'est quelle est la limite quand epsilon tend vers 0 de U epsilon. Et une fois qu'on identifie cette limite U0, peut-on caractériser ce U0 comme solution d'un problème qu'on appelle le problème homogénéisé, avec un tenseur A0 qui est le tenseur homogénéisé limite du tenseur A epsilon dans ce sens de l'homogénéisation. Alors, j'aimerais insister sur le fait qu'en général, A0 n'est pas une simple moyenne. C'est vrai seulement en une dimension, en dimension multiple en général. Pour calculer A0 de x pour chaque x, il faut résoudre un problème de dp. Alors, pour résoudre numériquement ce type de problème, il existe bien sûr un très grand nombre d'approches. Et on peut dire qu'il y a deux grandes familles de méthodes qui se dégagent. Donc une première méthode, là, que j'ai appelée en anglais Generalized FEM, une méthode d'éléments finis généralisés, où l'idée en fait de ces méthodes, essentiellement, c'est de construire un espace d'éléments finis avec des fonctions elles-mêmes oscillantes pour prendre en compte la structure oscillante du problème. Et en général, ce type de méthode a tendance à essayer de calculer directement le U epsilon. Et l'autre grande famille de méthodes, ce serait plutôt les méthodes de type couplage micro-macro, où on aura une méthode à un niveau macroscopique couplée avec des méthodes au niveau microscopique, le couplage devant être fait de manière soigneuse pour pouvoir utiliser la théorie de l'homogénéisation. Et ce type de méthode a tendance à calculer plutôt directement le U0. Après, je précise qu'il existe des techniques pour passer de U epsilon à U0 ou inversement, mais je ne vais pas en parler dans cet exposé. Alors, nous, on va se concentrer plutôt sur la dernière méthode qui est listée ici, la méthode HMM, Heterogeneous Multiscale Method. Donc, je vais vous présenter comment fonctionne cette méthode. Donc, cette méthode est basée sur la méthode des éléments finis standards. Donc ici, j'écris la formulation faible d'une méthode d'éléments finis standard, où on cherche la solution UH. Et ici, les VH sont des fonctions test, donc c'est la forme bilinéaire standard pour formuler une méthode d'éléments finis, ici toujours pour des problèmes linéaires. Et ici, en général, cette intégrale, on ne sait pas la calculer exactement, donc en pratique, on a tendance à utiliser des formules de quadrature. Donc si ici, je représente un maillage d'éléments finis avec un pas H, avec ici des rectangles, des triangles, bon, on peut utiliser des nœuds de quadrature, ici en bleu. Et donc je remplace cette intégrale ici par maintenant une somme discrète qui utilise les nœuds de quadrature au point x kj avec des poids oméga kj. Et alors bien sûr, ici, le A0, on ne le connaît pas, puisque c'est justement ce qu'on va devoir essayer de calculer au cours de la méthode. Donc l'idée de la méthode HMM, c'est de remplacer ce A0 par une approximation qui va utiliser des solutions de problèmes qu'on appelle les problèmes microscopiques, donc,
qui sont en fait des problèmes sur des micro-domaines dont la taille est égale à epsilon ou proportionnelle, enfin, liée à la longueur caractéristique epsilon. Et en fait, on résout ici, localisé en bleu, enfin, à tous les nœuds de quadrature, on résout des micro-problèmes d'éléments finis qui sont tous indépendants, qu'on peut d'ailleurs même résoudre en parallèle. Et ces solutions sont prises en compte pour reconstituer l'influence des oscillations au niveau macroscopique. Donc du coup, ce type de méthode qu'on dit micro-macro, il y a maintenant deux pas de discrétisation. Vous avez le pas du maillage macroscopique grand H et le pas du maillage microscopique petit h, hein, sachant que ici, c'est h sur epsilon qui va tendre vers 0 dans les schémas, puisque le microdomaine est d'une longueur caractéristique epsilon. Alors, pour expliquer pourquoi ce type de méthode va être plus efficace qu'une approche naïve standard, je donne ici un exemple avec un modèle parabolique linéaire. Et ici, pour le tenseur A epsilon, on a pris un tenseur aléatoire généré avec une certaine longueur de corrélation, epsilon à peu près 10-3. Et alors, une première manière de résoudre ce type de problème, ce serait de dire on va prendre une méthode d'éléments finis standard, mais à ce moment-là, on doit prendre un maillage très très fin. Ça veut dire il faut à peu près 10 puissance 3 mailles dans chaque direction. Ça vous donne à peu près 1 million de degrés de liberté. Si vous faites ça, vous obtenez ici la solution U epsilon approchée avec une bonne précision. Vous voyez ici, on a l'impression qu'on a une feuille un peu chiffonnée. Hein, ça prend en compte la structure, j'ai envie de dire, oscillante du tenseur. Mais maintenant, si on utilise cette méthode HMM d'homogénéisation, eh ben, on voit qu'ici, on arrive à une solution qui est satisfaisante d'un point de vue macroscopique, avec seulement 10 puissance 3 degrés de liberté. On a divisé par 1000 la complexité en termes de degrés de liberté. Et en plus, ce qui est agréable ici, c'est que le problème discrétisé en espace devient beaucoup moins raide. Ça veut dire qu'on peut utiliser aussi des méthodes explicites stabilisées, ce qui est plus délicat ici. Donc on peut faire ici des grands pas de temps, alors qu'ici, si par exemple on utilise la méthode la plus simple, la méthode Euler explicite, on a une très forte restriction sur le pas de temps. Alors moi, dans cet exposé, je vais vous présenter des contributions pour des modèles non linéaires, et on va s'intéresser à ces deux classes de problèmes. Donc la première classe, donc ce sont des problèmes elliptiques où la non-linéarité est située dans le tenseur. On suppose que le tenseur dépend non linéairement de la solution elle-même U epsilon. Et ma deuxième classe de problèmes, donc ce sont des problèmes, ici on a choisi paraboliques, hein, dépendant du temps. Et cette fois-ci, la non-linéarité dans le tenseur A epsilon se fait en termes du gradient de la solution epsilon. Donc ce qui distingue ces deux problèmes, en dehors du fait que le second évolue en temps, c'est qu'ici on dit que c'est une classe de problèmes non monotone. Ça signifie que si vous prenez ici la forme qui correspond à la formulation faible du problème, cette forme ne satisfait pas en général cette condition en rouge. Alors, cette condition de monotonicité, hein, si vous imaginez que le problème est linéaire, ici, cette fonction ne dépend pas du premier paramètre, et ce qui est écrit ici en rouge, c'est rien d'autre que l'uniforme ellipticité du problème. Donc ce n'est pas satisfait pour la première classe de problème, par contre pour la deuxième classe de problème, c'est satisfait. Et on va voir que quand on n'a pas cette condition de monicité, on a besoin en général d'utiliser dans l'analyse des arguments de compacité, ce qui ne sera pas le cas pour ce deuxième classe de problème. Alors après cette introduction, donc voilà le plan de mon exposé, donc qui est subdivisé en 4 parties. Alors dans la première partie, je vais me concentrer au cas des problèmes à une seule échelle, hein, puisque la méthode des éléments finis, enfin, la méthode HMM repose sur la méthode des éléments finis standard, donc il faut déjà avoir des estimations dans le cas d'une seule échelle avant de pouvoir analyser une méthode micro-macro. Ensuite, je vais vous présenter les résultats pour cette méthode HMM, donc ici avec 2 échelles. En troisième partie, je vais vous présenter
le couplage de cette méthode avec une technique qui s'appelle la méthode des bases réduites, qui va nous permettre de réduire drastiquement la complexité de l'algorithme pour résoudre beaucoup moins de micro-problèmes. Et on va faire ça en faisant en sorte d'avoir encore une analyse pour que la méthode reste rigoureuse avec des estimations. Et en dernière partie, je vais vous présenter donc l'adaptation de la méthode HMM pour des problèmes non linéaires monotones du type que je vous ai présenté avec la non-linéarité dans le gradient de U epsilon pour A. Donc d'abord, cette première partie, donc maintenant on considère des problèmes elliptiques non linéaires avec ici A qui dépend non linéairement de U. Et là, il n'y a plus de epsilon, epsilon égale 1. Alors, bon, si vous regardez dans la littérature l'analyse, enfin, les résultats pour l'analyse de méthodes d'éléments finis standards, en fait, il y a eu un article de Douglas et Dupont qui nous a beaucoup inspiré pour notre analyse, qui donne des estimations optimales en norme H1 et en norme L2, mais sans prendre en compte l'erreur introduite par les formules de quadrature, ce que je représentais tout à l'heure avec des points bleus dans mon maillage. Et ensuite, si vous regardez des résultats où les erreurs de quadrature sont prises en compte, donc il y a des articles de Feistauer, et ici Senisek et Krizek, et Sobotikova, bon, je m'excuse pour la prononciation, où ici, ils ont obtenu des estimations pour des problèmes monotones. Mais par contre, si vous voulez la classe de problèmes qui nous intéresse, ils n'avaient pas de vitesse de convergence. Ils pouvaient juste dire qu'il y a convergence forte en norme H1, bon, du coup aussi L2. Donc voilà les hypothèses qu'on va prendre sur le tenseur. Bon, d'abord, on va supposer qu'il est continu. Ça, c'est utile aussi pour la méthode d'éléments finis, même si on peut prendre quelque chose d'un peu plus faible ici. On va supposer que le tenseur est lipschitzien par rapport à la non-linéarité, donc ici avec une constante de Lipschitz lambda 1, et on va supposer qu'il est uniformément elliptique et borné, donc uniformément en X et en S. Et ensuite, on suppose donc les hypothèses habituelles sur les formules de quadrature. Il faut qu'elles soient d'ordre suffisamment élevé. Là, on prend les mêmes hypothèses que dans le cas elliptique linéaire. Alors, avec ces hypothèses, donc, il est connu que le problème possède une et une seule solution. Et ici, un ingrédient essentiel dans l'épreuve, c'est que le problème est non linéaire et l'opérateur est sous forme de divergence. Donc voilà pour la solution exacte. Pour la solution numérique, on peut facilement démontrer l'existence en utilisant ces hypothèses, en utilisant un argument de point fixe de Brouwer. Par contre, pour l'unicité, c'est déjà plus délicat. Il existe d'ailleurs des contre-exemples où, si le maillage est trop grossier, il n'y a pas unicité de la solution numérique. Mais on peut montrer que si le maillage est suffisamment fin, enfin on va montrer que si le maillage est suffisamment fin, alors on a unicité. Et donc voilà le résultat de convergence qu'on obtient pour la méthode d'éléments finis standard, où ici, encore une fois, la difficulté, c'est qu'on doit prendre en compte les erreurs dues aux formules de quadrature. Donc pour les hypothèses de régularité, ici, j'ai exactement les mêmes hypothèses que dans le cas elliptique linéaire, si on prend l'article classique de Sierla et Ravia. La seule hypothèse supplémentaire, c'est que je suppose en plus que U est dans W1 infini. Et on prend aussi des hypothèses sur la non-linéarité du tenseur par rapport à U. Et ici, on obtient en fait exactement les mêmes vitesses de convergence que dans le cas linéaire, où ici, L est le degré des polynômes utilisés pour la méthode d'éléments finis. Donc bien sûr, on a une vitesse un peu plus lente en norme H1 par rapport à la norme L2. C'est normal, c'est toujours plus dur d'approcher la dérivée. Donc je vous présente ici les grandes étapes de la preuve de ce théorème d'estimation a priori, donc, qui encore une fois est très inspiré de cet article de Douglas et Dupont, où ici on doit juste prendre en compte les erreurs de quadrature.
Donc la première étape, c'est de d'abord démontrer une convergence forte, ici en norme L2, sans se préoccuper de la vitesse pour l'instant. Donc là, cette étape, en fait, généralise le résultat de Feist-Tower, sauf qu'on doit rajouter les erreurs dues aux formules de quadrature. Et pour ça, en fait, on utilise simplement que la solution numérique est facilement bornée dans H1. Et comme l'injection de H1 dans L2 est compacte, on obtient qu'il y a une sous-suite qui converge dans L2. Et en fait, elle va converger tout court parce que les limites potentielles sont uniques, du fait de l'unicité de la solution exacte. La deuxième étape consiste en fait à essayer de faire le même schéma de preuve que si le problème était linéaire, de faire exactement la même démarche, où on doit estimer par exemple l'erreur entre la forme bilinéaire exacte ou avec formule de quadrature. Et si on essaie de faire cette estimation, eh ben, on obtiendra la bonne estimation, sauf qu'ici on aura un terme supplémentaire en rouge qui est dû à la non-linéarité non monotone. Donc du coup, ici, la preuve n'est pas terminée sous cette forme. Et dans la troisième étape, cette fois-ci, on utilise des arguments de compacité où on s'inspire de la méthode de Aubin-Nitsch, qui est classique, par exemple, si on veut démontrer des estimations en norme L2 dans le cas linéaire. Et donc à ce moment-là, on est amené à considérer le problème adjoint, on est amené à considérer l'adjoint du problème non linéaire linéarisé. Et ce qui est très agréable, c'est qu'on voit que ici, si on linéarise l'opérateur adjoint, eh ben, il est encore sous forme de divergence. Donc ça nous aide pour que le problème soit bien posé, même si en fait il est dégénéré. Il n'est pas uniformément elliptique ici, on a besoin d'une égalité de Garding, etc. Et donc maintenant, si on combine ces trois estimations, on les insère les unes dans les autres, eh ben, on obtient simultanément les bonnes vitesses de convergence en norme H1 et en norme L2 pour un pas H assez petit. Alors quelques mots maintenant sur la méthode de Newton. Maintenant qu'on a notre méthode d'éléments finis non linéaire, si on veut l'implémenter en pratique, on est obligé quand même de résoudre un système non linéaire. Et donc là, c'est naturel d'utiliser une méthode de Newton donc que j'ai créée ici. C'est la méthode de Newton standard, appliquée ici à la formulation faible. Et donc là, on peut démontrer aussi qu'on a la bonne vitesse de convergence de la méthode de Newton si on a une condition initiale suffisamment proche de la solution. Donc ici, on a la convergence quadratique qu'on espère. Ici, vous voyez que la constante C, ici, est multipliée par sigma, où sigma, en fait, croît comme un logarithme puissance 1,5 en dimension 2 ou comme 1 sur racine de h en dimension 3. Et grâce à ce théorème, on peut obtenir aussi l'unicité de la solution numérique. L'idée, c'est qu'une fois qu'on sait que la méthode de Newton converge dans un voisinage de la solution, si on applique ce résultat on prend deux candidats potentiels de solution numérique et on prend comme condition initiale l'un des candidats. Donc la méthode de Newton va être constante pour ce candidat et comme elle converge vers la solution, on obtiendra l'égalité entre les deux candidats. Alors maintenant, on peut étendre ces résultats pour la méthode à deux échelles, la méthode HMM. Donc voilà l'estimation qu'on peut obtenir. Donc ici, ce que j'aurais pu dire tout à l'heure, chaque nouvelle partie, on fait toutes les hypothèses qu'on avait fait dans la partie précédente. Donc quand je dis on suppose grand H, c'est-à-dire on suppose toutes les hypothèses du cas à une seule échelle pour le tenseur homogénéisé A0. Et donc là, on peut montrer que si on prend un maillage macroscopique assez petit, et ici RHMM assez petit, je vais revenir dessus dans un instant, alors on a l'estimation habituelle pour l'erreur macroscopique, plus ici un terme RHMM qui va correspondre à l'erreur au niveau microscopique. Et cette erreur RHMM, on l'analyse de manière similaire aux problèmes non linéaires. Donc j'insiste ici sur le fait que pour l'instant, dans ce théorème, on n'a pas besoin d'hypothèses trop fortes sur la structure du tenseur. Par exemple, on n'a pas encore besoin de savoir s'il va être exactement périodique ou localement périodique. Mais après, si on veut estimer plus précisément ce RHMM, il nous faut bien sûr plus d'hypothèses sur le tenseur. Donc ici, on peut montrer que
cette erreur au niveau microscopique peut être majorée comme la somme de deux termes. Donc on a d'abord l'erreur due à la méthode d'éléments finis microscopique. Vous voyez ici, on a une puissance 2Q, où Q est le degré des polynômes pour les méthodes d'éléments finis microscopiques. Donc ici, ce 2, c'est vraiment une propriété, un bonus pour cette méthode HMM. On gagne ici un facteur 2, donc pour des problèmes linéaires et aussi maintenant dans notre contexte non linéaire. Et ici, cette erreur qu'on appelle l'erreur de modélisation, on peut l'analyser de la même manière que pour des problèmes linéaires. Donc si par exemple, A epsilon est exactement localement périodique, comme dans l'exemple que j'ai présenté en 1D, dans mon introduction, et si on prend les tailles des microdomaines égales à la période des oscillations epsilon, alors cette erreur est exactement 0. Et si jamais on prend des domaines un peu plus grands, par exemple, si on ne connaît pas bien la période, on peut aussi obtenir des estimations. Alors, juste un mot sur l'implémentation de la méthode de Newton. Ici, l'idée, c'est vraiment d'appliquer la méthode de Newton standard. Et donc ici, on obtient cette itération pour les itérations de Newton, où ici, le B correspond ici à la matrice de rigidité pour la méthode d'éléments finis non linéaires, et ici, le B' correspond en fait à la jacobienne. Et on peut calculer cette jacobienne soit en résolvant des problèmes d'éléments finis auxiliaires, soit tout simplement en faisant une différence finie ici avec une perturbation racine de epsilon, où epsilon est la précision de la machine. Nos expériences numériques ont montré que c'était robuste avec ça, mais on peut tout à fait résoudre des problèmes d'éléments finis auxiliaires et pas faire ce type de différence finie. Donc voilà une illustration de ces convergences pour un exemple test en deux dimensions. Donc on prend ici un tenseur A epsilon qui est une matrice diagonale avec ses coefficients oscillants. Donc là, c'est important de noter que le A0 lui-même ne va plus être diagonal. C'est aussi une propriété de la théorie de l'homogénéisation. En général, le A0 devient un tenseur. C'est pour ça qu'il nous faut aussi une analyse pour des A matrices et pas seulement des scalaires. Et ici, donc c'est avec des éléments P1. On a la convergence que j'ai annoncée en norme H1 en norme L2. Donc vous voyez ici vitesse H et vitesse H carré pour la discrétisation due au maillage macroscopique. Et ici H sur epsilon au carré pour la discrétisation due aux méthodes d'éléments finis microscopiques. Donc après, vous voyez ici aussi que grâce à ces estimations, en fonction de la quantité qu'on aimerait approcher, plutôt U0 en norme H1 ou plutôt U0 en norme L2, on voit qu'il va falloir ajuster la stratégie de raffinement sur grand H et petit h. Là, on voit qu'il faut les raffiner à la même vitesse si on s'intéresse à une bonne précision en norme L2, alors qu'ici, en norme H1, on voit que grand H doit être raffiné plus rapidement si on veut avoir une complexité optimale. Donc maintenant qu'on a cette méthode HMM, qui est déjà arbitrairement mieux qu'une méthode d'éléments finis standard quand epsilon tend vers 0, on peut quand même dire que cette méthode est plutôt coûteuse parce qu'il faut quand même résoudre énormément de problèmes microscopiques, et même si on peut les résoudre en parallèle, quand le maillage macroscopique devient fin, on a de plus en plus de problèmes microscopiques à résoudre. Et donc là, il y a une technique qui permet d'améliorer ça drastiquement, c'est la technique des bases réduites. Alors, je vous présente d'abord sur des dessins comment fonctionne ce type de méthode. Après, je vais donner des formules plus précises. Donc, regardons quelle est la complexité pour la méthode HMM standard. Donc ici, je représente en bleu le maillage macroscopique, où on suppose qu'ici qu'on a un domaine carré en 2D. Et ici, en jaune, tous les micro-domaines qui eux-mêmes sont discrétisés avec des maillages microscopiques. Donc ici, si on compte le nombre de degrés de liberté total, on a en gros 32 degrés de liberté. D'accord ? Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je suppose qu'on prend
la stratégie de raffinement optimale en norme L2. Donc je vais diviser par 2 grand H et petit h, et on voit ici, hein, le nombre de microdomaines est multiplié par 2 au carré 4. Et si je recommence encore une fois, ici, on voit qu'on arrive ici à presque 10 puissance 5 degrés de liberté. Donc la complexité augmente quand même très rapidement. Alors maintenant, avec cette technique des bases réduites, donc qui en fait repose sur une stratégie en 2 étapes. Dans la première étape, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que d'essayer de résoudre tous ces micro-problèmes jaunes qui sont très nombreux, on va en sélectionner un certain nombre, ici en violet, qui vont être les plus représentatifs possibles de cet ensemble de solutions jaunes. Et ensuite, dans une étape dite online, eh ben, on va résoudre tous les micro-problèmes jaunes, non pas dans la base d'éléments finis d'origine, mais dans une base d'éléments finis de dimension très réduite, puisque dans cette base, avec ici la base réduite. Donc en pratique, le nombre d'éléments dans la base réduite, hein, ce sera 5, 10, 20, 30, hein, mais beaucoup moins que le nombre de degrés de liberté pour un micro-problème jaune, un problème d'éléments finis au niveau microscopique. Donc, quel est le but, hein, de cette approche base réduite? En gros, on considère ici l'espace de toutes les solutions microscopiques avec tous les paramètres X et aussi la non-linéarité S. Et on cherche la meilleure approximation de cet espace par un sous-espace de dimension finie grand N, avec grand N petit. D'accord ? Et une fois qu'on a trouvé cet espace, donc on aura ici une liste de solutions qui correspondront aux solutions des micro-problèmes qu'on a choisis. Donc voici quelques articles de la littérature où les bases réduites sont introduites, analysées et utilisées. Un des premiers articles où cette approche est combinée à des méthodes numériques de modélisation, c'est cet article de Boyaval. Et ici, pour l'analyse, on va beaucoup s'inspirer de cet article qui présente une analyse rigoureuse de l'algorithme dit greedy pour calculer cette base réduite et avoir des estimations a posteriori rigoureuses pour que la méthode soit validée mathématiquement. Donc voilà le cadre pour cette méthode de base réduite. Donc d'abord, quel est notre espace de paramètres possibles, hein. Donc j'ai dit, il y a tous les x, hein, qui correspondent aux nœuds de quadrature où le microdomaine est situé. Ici, S, ça correspond à la valeur de la non-linéarité dans le tenseur. Bon, ici, le I, hein, qui va de 1 à D, ça correspond à la direction de la base canonique de RD dans laquelle on regarde. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça, non pas pour tout oméga et pour... enfin, on ne va pas prendre X dans tout oméga et S dans tout R. On va se restreindre ici à un sous-ensemble compact, donc ça veut dire qu'il faut une estimation a priori sur le domaine dans lequel se situe la non-linéarité. Hein. Il faut une estimation L infini sur U. Ensuite, on va faire ici une hypothèse de structure sur le tenseur. Hein. Donc, bon, ici, je me place... ici, je considère la transformation affine qui transforme n'importe quel microdomaine de taille delta localisé en X vers ici un domaine de référence complètement sans dimension, sans paramètres. Et je suppose que le tenseur, ici à epsilon, peut s'écrire sous cette forme et qu'on peut l'approcher comme ici une somme finie avec des tenseurs qui dépendent uniquement de la variable oscillante, hein, donc le y, ce sera le x sur epsilon, et ici des paramètres, des fonctions paramètres qui dépendent de x et s. Donc en général, une telle représentation n'est pas possible pour les modèles, mais on peut toujours trouver une approximation, hein, il existe un algorithme qui permet de faire ça, un algorithme standard.
Et maintenant, voilà l'espace dans lequel on va se placer, notre variété, là, notre espace de fonctions. En fait, on va considérer l'espace des solutions de micro-problèmes pour ces paramètres. Et on regarde pas seulement la solution elle-même, mais aussi sa dérivée par rapport à S. Donc en fait, c'est un espace de couple fonction psi et dérivé par rapport à S de fonction psi. Et maintenant, la question, c'est trouver la meilleure liste de telles fonctions, liste de taille grand N, pas trop grande, pour pouvoir approcher toutes les fonctions qui sont dans cet espace. Donc pour ça, on utilise cet algorithme greedy. Donc c'est l'idée, bon, au début, on peut choisir une première fonction au hasard. Et ensuite, pour augmenter la taille de notre liste de bases réduites, ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter comme nouvelle fonction la fonction qui est la moins bien approchée par la base réduite qu'on a déjà construite jusqu'à maintenant. Donc pour ça, on va chercher à maximiser un estimateur a posteriori à chaque pas. Et cet estimateur a posteriori est construit de manière à borner l'erreur d'approximation quand on résout n'importe quel microproblème dans cette base réduite qu'on est en train de construire dynamiquement. Donc ici, je représente ici donc, la formule pour cet estimateur a posteriori. Il y a deux parties. Il y a une première partie qui correspond en fait, qui est la même chose que dans le cas linéaire, où on regarde ici la norme du résidu, donc on peut calculer de manière très efficace en utilisant la représentation de Ritz. Et ici, pour prendre en compte aussi la dérivée, on a ce deuxième terme ici où on regarde la dérivée par rapport au paramètre non linéaire S. Et le résultat de cet algorithme, donc ça va être cette liste de n fonctions représentatives qui vont nous permettre d'avoir la quantité résultat d'intérêt, qui est une approximation du tenseur homogénéisé A0. Donc je note ici A0n, c'est le résultat obtenu avec n fonctions base réduite. Et pour garantir la convergence de la méthode numérique avec les mêmes estimations par rapport à grand H et petit h, et pour garantir aussi la convergence de la méthode de Newton, on a besoin de contrôler l'erreur d'approximation quand on se restreint à cette base réduite pour résoudre nos problèmes d'éléments finis. Donc ici, c'est les erreurs de projection, et ici, maintenant, les erreurs de résultat sur ce tenseur homogénéisé. Et donc, on a une estimation ici a posteriori avec ici cet estimateur, où on peut borner cette erreur de résultat de l'algorithme par l'estimateur a posteriori. Et donc, à la fin, voilà l'estimation qu'on obtient. Donc, je reprends les mêmes hypothèses que le théorème précédent où il n'y avait pas les bases réduites. Je vais faire une autre hypothèse ici. Je vais supposer que notre espace de fonctions, qui est encore une fois très grand et qu'on aimerait approcher avec nos bases réduites, je vais supposer qu'il est suffisamment régulier dans le sens suivant. Je suppose qu'il a une longueur de Kolmogorov exponentiellement petite. Ça veut dire que si vous regardez l'erreur que vous faites quand vous l'approchez par le meilleur sous-espace possible de dimension n, cette erreur décroît exponentiellement par rapport à n. Donc bien sûr, en pratique, il est impossible de vérifier rigoureusement cette hypothèse. On peut la démontrer uniquement dans des cas tests très, très basiques. Mais l'expérience numérique montre que l'algorithme fonctionne quand même très bien sur des modèles complexes. Et alors, on obtient exactement les mêmes estimations que précédemment, avec par contre ici un terme supplémentaire qui est dû à l'approximation avec les bases réduites, mais on peut démontrer que ce terme décroît aussi exponentiellement, avec ici une autre constante bêta qui est reliée à alpha. Donc en pratique, numériquement, comme on va prendre n suffisamment grand, on ne voit jamais cette erreur exponentiellement petite due à l'introduction des bases réduites. Donc on peut vérifier que les vitesses de convergence sont les mêmes, donc ici avec des éléments P1, ici avec des éléments P2. On regarde la taille de l'erreur en fonction ici du nombre de discrétisations dans chaque direction d'espace. Donc on a exactement les mêmes vitesses qu'avant. Et
Ici, c'est pour cet exemple, donc test ici en 2D. Et vous voyez ici que pour la procédure offline de l'algorithme greedy, on a calculé 9 bases réduites pour avoir une précision, une tolérance de l'ordre de 10-10. Donc vous voyez un très petit nombre de micro-problèmes à résoudre dans cet algorithme greedy. Et après, en quelque sorte, dans la procédure online, la complexité est très proche finalement d'un problème à une seule échelle, puisqu'on doit juste résoudre des systèmes avec 9 degrés de liberté. Alors voici ici une comparaison pour comparer la méthode HMM standard et la méthode couplée avec les bases réduites. Bon, d'abord, évidemment, il faut quand même prendre en compte le temps de calcul de cette base réduite. Mais encore une fois, cette procédure offline, déjà, elle ne dépend pas du domaine oméga, elle dépend que du tenseur, elle ne dépend pas non plus des sources f, etc. C'est quelque chose qu'on peut faire, par exemple, si on connaît le matériau, on peut le précalculer une fois pour toutes. Et ensuite, ici, vous avez, pour des différents raffinements d'émaillage macroscopique et microscopique, ici, on les prend aussi à la même vitesse. Donc, on compare ici les erreurs en norme H1 et en norme L2. Donc là, on peut remarquer que les erreurs sont comparables. Ces bases réduites ne modifient pas tellement la précision de l'algorithme. Par contre, si on regarde en termes de temps de calcul, on voit que là, c'est spectaculaire. C'est sur une implémentation prototype en MATLAB. Ici, il n'y a pas de calcul parallèle. Mais vous voyez ici qu'on gagne, par exemple, ici, avec une grille 128 x 128, on gagne plus de 2 ordres de magnitude en termes de temps de calcul. Donc c'est ça qui nous a permis ici de faire cette simulation pour le frein à disque, où on a ici une base réduite qui est utilisée. Sinon, ça n'aurait pas été possible de faire ça en MATLAB. Il aurait fallu utiliser soit un plus gros ordinateur, soit un langage plus rapide. Bon, et maintenant, je passe à ma dernière partie, donc sur des problèmes paraboliques, où cette fois-ci, la non-linéarité étant le gradient de y. Dans tout ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant, il n'y avait pas le gradient. Et donc là, l'objectif est similaire. On aimerait étendre la méthode HMM et avoir des estimations rigoureuses de convergence pour valider mathématiquement la méthode. Et ici, ce qui va faire la difficulté dans l'analyse et la mise en œuvre de la méthode, c'est que comme gradient u epsilon ne converge pas fortement en norme L2 vers le gradient de U0, il faut faire attention, et ça veut dire que ce couplage ici va introduire des oscillations dans A epsilon qui vont influencer la méthode numérique. Donc une première méthode numérique qu'on a appelée la méthode totalement non linéaire consiste à prendre les équations de la théorie de l'homogénéisation, les équations exactes, et à étendre directement la méthode HMM, où ici, du coup, on obtient donc, au niveau macroscopique une formule très similaire au cas linéaire. Par contre, au niveau microscopique, on a des micro-problèmes qui eux-mêmes sont non linéaires. Donc ça veut dire que pour cette méthode HMM, vous devez résoudre à chaque microdomaine un problème non linéaire, et la macro-solution elle-même est donnée par un problème non linéaire. Donc vous êtes non linéaire à tous les niveaux. D'accord. Donc si on fait ça, c'est possible, c'est quand même possible d'implémenter la méthode, et on peut, Assir Abdoul et Martin Hubert ont analysé la méthode dans ce cadre complètement non linéaire. Mais maintenant, on aimerait améliorer l'efficacité de cette méthode, et en particulier, on aimerait supprimer toutes les non-linéarités. On aimerait éviter absolument d'utiliser une méthode de Newton en linéarisant cette méthode. Donc là, je réécris une deuxième fois les mêmes formules. Et maintenant, l'idée, ça va être, pour supprimer la non-linéarité, ici, je vais remplacer ici la valeur à laquelle on évalue le tenseur par la valeur du temps précédent. Donc ici, je représente toujours en bleu la solution qu'on veut calculer au temps tn plus 1, et en rouge, la solution donnée au temps tn. Et donc ici, on voit que pour cette méthode, on a deux problèmes linéaires à résoudre. Il n'y a plus du tout de non-linéarité. Alors plus précisément, du coup, comment ça marche? Voilà l'espace dans lequel va vivre notre solution numérique.
en fait, on doit calculer simultanément la solution macroscopique, ici UNH sur le domaine oméga, et on va calculer et stocker aussi en mémoire les solutions sur tous les microdomaines localisés à nos nœuds de quadrature. Donc ici, on a une liste de solutions. Et ici, je vais appeler ici U chapeau la fonction obtenue en faisant la somme de la solution macroscopique et de la solution oscillante. C'est ce que je montrais aussi tout à l'heure en introduction avec mon exemple 1D. On voit que la solution U epsilon peut se décomposer comme somme d'une solution régulière homogénéisée U0 et d'une solution oscillante. Donc c'est ça ici. Et maintenant, étant donné les solutions au temps Tn, ici UN chapeau, j'aimerais calculer UN plus 1 chapeau, ça veut dire des solutions macroscopiques et microscopiques au temps suivant. Donc l'idée maintenant, ça va être de mettre à jour alternativement la solution au niveau macroscopique et au niveau microscopique. Donc au niveau macroscopique, on applique la méthode linéarisée, où ici, la non-linéarité dans le tenseur est linéarisée. Ici, on évalue au temps précédent et non pas au temps Tn. Donc ici, on a un problème linéaire à résoudre. Ici, je rappelle ici la formule pour la forme bilinéaire de la formulation faible. Et au niveau microscopique, eh ben, on doit calculer ici les microsolutions, elles aussi solutions d'un problème linéaire, parce qu'ici on a linéarisé en remplaçant la solution au temps Tn plus 1 par la solution au temps Tn. Bon, et après, on peut obtenir des estimations rigoureuses de la méthode. Donc ici, la méthode est proposée pour des éléments P1 uniquement. Et donc ici, on fait à nouveau, bien sûr, des hypothèses de régularité sur la solution homogénéisée. On suppose aussi que le tenseur dépend de manière lipschitzienne par rapport à la non-linéarité, etc. Et on suppose en plus que donc, cette constante de Lipschitz ici est suffisamment petite. Ça veut dire que le problème va rester bien monotone. Et ici, donc cette constante grand LA, c'est la constante de Lipschitz, et la constante petit LA, c'est la constante d'ellipticité qui permet de minorer le tenseur. Et donc on obtient ici une estimation en norme H1. Donc ici, c'est complètement discrétisé en temps et en espace. On voit ici, on a l'erreur de la discrétisation en temps d'ordre 1, l'erreur en espace, qui est aussi d'ordre 1, comme dans le cas linéaire elliptique finalement. Et ici, on a exactement la même erreur microscopique d'éléments finis, et ici, l'erreur de modélisation. Et l'erreur en norme H1, bon, bah, c'est identique. Excusez-moi, j'ai inversé. Ici, c'est l'erreur en norme L2, ici l'erreur en norme H1. Ici, on a donc l'estimation en norme L2 avec une vitesse h carré au niveau macroscopique. Donc à chaque fois, on a les mêmes estimations que dans le cas d'une seule échelle, plus les erreurs de discrétisation au niveau microscopique, plus ici l'erreur de modélisation, où là, on a besoin vraiment d'hypothèses de structure sur le tenseur pour pouvoir les estimer. Donc l'avantage de cette approche, bon, on peut montrer qu'elle est bien définie et on a quand même des estimations rigoureuses de convergence. Et surtout, elle est très facile à implémenter puisqu'on n'a pas d'itération de Newton à faire. Donc ça accélère aussi la vitesse de l'algorithme. Si ici on fait une comparaison où on regarde pour un problème multi-échelle avec un tenseur homogénéisé de cette forme, je compare les méthodes linéarisées et totalement non linéaires. Je regarde les erreurs ici en norme L infini pour le temps et L2 en espace. Donc vous voyez ici que, à nouveau, les erreurs sont comparables entre la méthode non linéaire et la méthode linéarisée. Donc ici en bleu, quand on raffine, donc ici on raffine tout à la même vitesse, le delta t, grand H et petit h. Et par contre, vous voyez ici que l'amélioration en termes de temps de calcul est spectaculaire. Là, on a un facteur 10. C'est lié au fait qu'on ne fait pas du tout d'itération de Newton. En particulier, on n'a pas non plus de problème de critères d'arrêt, etc. Ou de démontrer la convergence de la méthode de Newton, ce qui n'est pas évident ici. Donc voilà un exemple maintenant sur un problème plus délicat, dégénéré. Ici,
un P laplacien avec un tenseur non linéaire dans le gradient. Donc ici, P égale 3. On prend ici une formule test de ce type, ici, donc à nouveau avec des oscillations rapides dans les deux directions d'espace, hein, x1 sur epsilon, x2 sur epsilon. Donc ici en 2D. Et ici, on représente le profil pour x1 fixé égal à 1 et différents temps. On regarde le profil de la solution par rapport à x2. Hein, donc en noir, la solution à t égale 0, en bleu à t égale 1,5 et en rouge à t égale... non, pardon, en bleu à t égale 1 quart et en rouge à t égale 1,5. Et ici, pour pouvoir comparer, on a représenté ici par des ronds les valeurs à des temps et des points d'espace identiques. Et donc, on compare les résultats pour différentes discrétisations par rapport à la solution obtenue avec la méthode totalement non linéaire. Hein, et donc, on voit qu'on obtient une solution très satisfaisante quand on raffine suffisamment le maillage. Hein, ici, c'est une solution de référence avec une discrétisation fine, et ici, plus grossière. Donc, bien sûr, ici, pour ce type de problème dégénéré, on n'a pas d'analyse rigoureuse. Hein, c'est une illustration numérique pour montrer que la méthode fonctionne encore quand même bien. Voilà, et pour terminer, hein, donc je vous ai présenté pour cette méthode HMM une extension pour deux classes de problèmes non linéaires, donc des problèmes non linéaires non monotones, où il y avait besoin d'arguments de compacité pour montrer la convergence, et des problèmes monotones, mais avec une non-linéarité dans le gradient, ce qui pose des difficultés au niveau microscopique pour la méthode. Donc d'abord, il a fallu démontrer la convergence dans le cas d'une seule échelle, et aussi la convergence de la méthode de Newton. Et après, on pouvait étendre cette analyse au cas de deux échelles, où à chaque fois, les erreurs au niveau microscopique, on démontre qu'elles sont de même taille que dans le cas le plus simple, linéaire elliptique. Et on a aussi montré qu'on avait encore convergence de la méthode de Newton, ce qui permet aussi de montrer l'unicité de la solution numérique pour des maillages macroscopiques et microscopiques assez fins. Ensuite, avec cette technique des bases réduites, on a pu améliorer l'efficacité de l'algorithme sans détruire les estimations rigoureuses qu'on avait. Donc la méthode reste validée mathématiquement. Et enfin, donc, ce schéma linéarisé pour des problèmes non monotones. Voilà. Et donc ce type d'analyse, maintenant, j'ai envie de dire, ça ouvre la voie à des problèmes plus compliqués. Hein. Si on revient au premier modèle que j'ai présenté en introduction, le modèle de Richard, là je l'ai présenté dans un cas parabolique non dégénéré. Mais en fait, le vrai modèle de Richard, il est dégénéré dans le sens où normalement il mélange des non-linéarités elliptiques et paraboliques. Et pour ce type de problème, c'est un défi de construire des méthodes qui soient à la fois très efficaces numériquement et validées mathématiquement avec des estimations rigoureuses. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.